Bonjour, aujourd'hui on va se confronter à un texte dense et assez troublant, je dois dire, Ah oui, des extraits de La peau, l'écorce d'Alexandre Civico. d'accord. Alors, le livre nous jette dans deux réalités parallèles, mais qui résonnent fort l'une avec l'autre. Mhm, D'un côté, on a l'écorce. C'est l'histoire d'un soldat coincé dans une attente terrible, fiévreuse, dans le désert, juste avant un assaut. d'accord. Le désert. Et de l'autre, la peau. Là, c'est un père qui est physiquement rattaché à sa petite fille, Physiquement? oui, par un cordon ombilical, en pleine ville, en pleine déliquescence. Ah oui, quand même. Ah. C'est puissant comme image. C'est sombre, c'est viscéral, presque charnel, quoi. Une sorte de fable noire, je dirais, sur un monde aux abois, qui n'est peut-être pas si éloigné du nôtre fond. C'est souvent le cas avec ce genre de dystopie, oui. Notre objectif aujourd'hui, c'est de sonder un peu ces fragments pour essayer de saisir les thèmes qui émergent, la survie brute, la guerre moderne, Mhm, l'amour parental poussé à l'extrême, l'effondrement social, et puis qu'est-ce qui lie encore les humains quand tout semble partir en morceaux? oui. Et dès les premières lignes, ce qui frappe, c'est une écriture qui mise tout sur le sensoriel, sur l'immersion physique. On est vraiment dedans. C'est vrai. Et ces deux fils narratifs, même s'ils ont l'air de nous emmener dans des directions opposées, l'un vers l'extérieur, la guerre, l'autre vers l'intérieur, l'intime, Oui, en fait, ils tissent une toile très cohérente, je trouve. Ils nous forcent à questionner notre rapport au corps, à la violence, la violence, oui. qu'elle soit spectaculaire ou plus insidieuse d'ailleurs. Et puis, à ces liens fondamentaux qui nous constituent et qui en même temps nous contraignent, parfois. Alors justement, plongeons d'abord dans l'écorce, si vous voulez bien. Allons-y. On est immédiatement dans ce désert écrasant, le soleil c'est un ennemi. Il écrit « Ici l'astre te traque, tu es sa proie ». C'est direct. Le narrateur et sa poignée de camarades, ils guettent la nuit pour reprendre un puits. L'enjeu est vital, basique, c'est l'eau. L'eau, oui. Il le dit très cru. C'est notre puits depuis déjà quelques mois. On l'a gagné, conquis. Nous avons tué pour cette foutue flotte. Voilà, cette phrase, nous avons tué pour cette foutue flotte, bah oui, ça pose direct la réduction de l'existence à la survie la plus élémentaire. C'est ça. Dans ce théâtre d'opération où les frontières ont disparu, il dit « Le désert ne les avait jamais supportés », où la guerre semble devenue une affaire privée et presque contractuelle. Oui, il en parle. Il mentionne être passé de 12 hommes, 2 véhicules, à seulement 4, incapables de tenir une base. L'eau et les munitions, ça devient des fétiches. Des fétiches, oui. Les balles sont comme un gris-gris, dit-il. C'est une guerre sans nom, sans cause apparente, autre que la survie immédiate et la possession de ses ressources minimales, quoi. Et cette survie, elle passe par le corps, hein, constamment mis à l'épreuve. Ah oui, complètement. La sueur qui pique les yeux, le sable partout, la soif qui fait craqueler les lèvres jusqu'au sang. C'est une expérience physique totale, suffocante presque. Le texte insiste beaucoup là-dessus. Il y a même cette tension physique paradoxale avant l'action, cette érection involontaire. Je bande depuis des heures. Ça montre à quel point le corps réagit de façon primaire, animale, face à cette situation extrême. Cette dégradation physique, est-ce que ça prépare le terrain à la violence qui va suivre? Est-ce que ça la rend inévitable? C'est une excellente question. Et la description de l'assaut à venir est glaçante, justement parce qu'elle est dépourvue de toute considération morale, émotionnelle. Oui, complètement. Les munitions sont trop précieuses, donc ce sera le couteau. L'égorgement nocturne est comparé sans détour à celui d'un porc. C'est terrible. Et cette phrase sur l'acte de tuer, enfoncer une lame dans un corps, c'est coriace. Il faut être un outil qui tient un outil. Un outil qui tient un outil. C'est la définition même de la déshumanisation instrumentale. Le soldat devient un simple outil pour tuer. Et on peut y voir une conséquence directe de cette guerre privatisée, où l'efficacité prime sur absolument tout le reste. Et c'est là où ça devient vraiment vertigineux, vous trouvez pas, hein? Parce que cette déshumanisation, elle n'épargne pas le soldat lui-même. Non, bien sûr. Il anticipe sa propre déchéance physique face à la peur. Tout à l'heure, les sphincters vont se détendre, nous allons ramper dans le sable devenu froid, ça va couler entre les jambes, c'est cru. Et l'ennemi, lui aussi, perd toute identité. Ce ne sont que des haillons, impossible de distinguer leurs couleurs, pas beaucoup mieux équipés que nous autres. La frontière s'efface, au point qu'il se demande qui étaient les salauds. L'autre devient juste un reflet indistinct de sa propre misère. Absolument. L'ennemi comme miroir, c'est un classique, on va dire, de la littérature de guerre. Mais ici, c'est poussé à l'extrême par cet effacement des identités. À cause du désert, de la précarité. Oui.
Psychologiquement, ce soldat est un personnage fracturé. Il a des flashs d'une vie d'avant. Sa mère, son père, la femme et la fille. Mais cette vie est devenue un mythe. Un mythe, oui. Sa présence ici, elle s'explique par un mélange de raisons. L'argent, la fuite d'un monde civil qu'il méprisait. Il dit « celui qui est resté, je le détestais ». Et même une forme de préférence assumée pour sa situation actuelle. Il dit « préfère ma position ». C'est fou ça. L'idée de déserter dans le désert lui arrache un rire amer. Il dit que c'est un jeu de mots. C'est une impasse totale. Et autour de lui, il reste quelques figures un peu archétypales. Le chef, Thésée, le dernier membre originel. Mhm. L'écrivain, ce personnage fascinant qui est venu chercher la mort à la source et qui théorise sur la barbarie, l'indifférence du monde d'avant. Il parle des zones de confinement. Oui, ce personnage de l'écrivain est intéressant, ses discours. Et puis l'autre qui ressasse son passé dans la zone urbaine, le regard des autres, les copains qui voulaient juste effrayer. Ces personnages sont comme des éclats, oui, d'une société en décomposition. Chacun porte une part du trauma collectif. Ce que dit l'écrivain sur les zones de confinement, c'est particulièrement intéressant. Pourquoi ? Parce que ça fait écho à ce qu'on va découvrir dans l'autre récit, la peau. Ça suggère déjà un système de contrôle, d'exclusion, qui dépasse le seul cadre de la guerre. D'accord, je vois. Et le narrateur note bien comment le désert les a tous usés, gommés, le sable a donné de grands coups de gomme sur les visages. Ils se ressemblent, ils se confondent presque. Ça participe à cette perte d'identité générale. Le narrateur se souvient aussi de sa formation, l'apprentissage technique du tir bien sûr, mais aussi un conditionnement à la cruauté. Ah oui, comme cette balle conçue pour y cocher et faire un maximum de dégâts internes. Sauf que la réalité du terrain, ça dépasse tout entraînement. On n'enseigne pas à la trouille, dit-il, bien sûr. L'expérience. Le choc de la première mort d'un camarade, c'est l'odeur qui reste. Et il y a cet épisode terrible du sniper et de sa cuisinière, une violence froide, calculée, qui le lente. Tout ça, ça concourt à dépeindre une guerre absolue. Sale, sans gloire, sans idéal, où la survie immédiate, elle annihile toute autre considération. Oui, c'est ça. Et une guerre où la frontière entre soi et l'autre, entre la vie et la mort, devient terriblement floue. Et cette attente finale, sous ce soleil implacable, ce désir que l'action arrive enfin pour en finir avec l'insoutenable, ça résume parfaitement cet état d'épuisement physique et psychique total. Et depuis ce champ de bataille extérieur, brutal, le texte nous projette dans un conflit tout aussi intense mais intérieur, intime, avec la peau. Le basculement. On bascule, oui, dans le quotidien de ce père qui se réveille un matin, littéralement soudé à sa fille de 4 ans par un cordon ombilical violet et cyanosé comme un tuyau d'arrosage vrillé. Ah oui, l'image est... C'est décrit comme monstrueux et grotesque. C'est tellement viscéral. Est-ce que c'est juste une métaphore extrême de l'attachement parental ou est-ce que le texte nous pousse vers quelque chose de plus troublant, de presque parasitaire peut-être ? C'est une image incroyablement puissante, c'est sûr, qui condense effectivement l'idée d'un lien fusionnel, mais aussi d'enfermement, de dépendance mutuelle, voire d'une forme de monstruosité, oui, née de cet attachement excessif dans un monde hostile. Ce qui est aussi très troublant, c'est la réaction de l'enfant. Oui, elle est calme. Elle est décrite comme calme, presque détachée, comme si cette chose ne semblait pas la surprendre. Elle est muette, mais capable d'une colère froide ou d'une lassitude de vieille femme. C'est étrange. Elle semble naviguer dans son propre univers, nimbée de lumière douce, peuplée de monstres bleus, comme si elle avait déjà intégré cette anomalie. Le père, lui, il est complètement dépassé. Traversé par un amour immense, cette chose qui ouvre le ventre en deux, dit-il, mais aussi par l'anxiété, la perplexité face à l'inexplicable. Bien sûr. Et puis, il y a le souvenir de la mère qui est partie. Oui. Démerde-toi, elle lui a dit. Et sa peau, il dit qu'elle est devenue pulpe. Ça aussi, ça remonte. Tout comme ce sentiment, oui, d'un lien qui existait déjà avant, en fait. Un lien invisible préexistant. Mais ce qui domine, c'est cette angoisse constante, la permanence de la peur, cette vieille pute qui te mange l'estomac. Une peur qui semble venir autant de sa situation perso que de l'atmosphère générale, non ? Oui, tout à fait. Et la ville elle-même semble être le réceptacle et l'amplificateur de cette angoisse. La chaussée défoncée, la rue nue, le décor est posé. C'est clair. Et les rencontres que fait le père, ce ne sont pas juste des anecdotes. L'homme titubant et marqué qui l'aide, la chanteuse crasseuse du métro à la voix rocailleuse, l'agresseur qui réclame de l'argent. Oui, toutes ces figures. Les prostituées, elles aussi marquées, l'obèse immobile, l'homme au chapeau qui chante la fin du monde.
Tout ça, ça compose une fresque de l'effondrement social, où domine l'indifférence, la prédation ou la peur. Et on retrouve ici explicitement ce système des marques et des zones de confinement dont parlait l'écrivain dans L'Écorce. Exactement. On comprend que c'est un outil de contrôle social, d'exclusion. La marque, au début pour les dangereux, s'est étendue comme une tache de sang sur une chemise blanche. Elle touche les indésirables, les inutiles. Il y a même un marché noir pour l'effacer, avec ces bouffeurs de misère. Ce ne sont donc pas juste des éléments d'ambiance, non? Le texte suggère un mécanisme délibéré de tri social, de stracisation de ceux qui ne correspondent plus aux normes ou aux besoins d'une société en crise. Une logique glaçante. Oui, Qui préfigure peut-être les réflexions politiques qu'on trouvera plus loin. L'hôpital, où le père cherche désespérément de l'aide. oui, l'hôpital. Scène qui est à l'image de cette société défaillante. Salles d'attente immondes, sentent la nourriture, carrelage boueux, personnel submergé par les victimes d'attentats. Les éclats qui posent problème. C'est le chaos. Et un diagnostic qui est une absence de diagnostic. On voit, mais on ne sait pas. Le seul conseil donné, soyez prudents. Ça sonne presque comme une condamnation. Terrible. La vie quotidienne avec ce cordon, ça devient un calvaire. Logistique, social. S'habiller, descendre l'escalier, manger, tout est entravé. La gêne face au regard des autres est constante. On imagine. La fuite vers la mer, vers un appartement de vacances, ça apparaît comme une tentative de se mettre à l'abri. Mais même là, le malaise persiste. Il y a cette scène du jeu de la petite, Ah oui, la poupée. où elle démembre méthodiquement une poupée blonde avec une poupée brune. Une violence froide, contenue, qui fait miroir à la violence extérieure. Cette scène est terrible, oui. Est-ce que c'est un simple jeu d'enfant ou l'expression d'une violence intériorisée, absorbée du monde autour? C'est difficile à dire. Oui. C'est l'accumulation de tout ça, la contrainte physique, la pression sociale, l'époque n'aime pas les monstres, le diagnostic impossible, peut-être aussi cette violence latente chez l'enfant qui pousse le père à l'acte désespéré. Couper le cordon, le couper. Un geste décrit comme frénétique avec un couteau de cuisine. Et curieusement, le texte insiste sur l'absence de sensation physique. Ni chez lui, ni chez la fille. Mais la conséquence est immédiate et dévastatrice. Oui. La petite, sans un mot, elle quitte la pièce, s'éloigne dans le jardin et, littéralement, elle s'efface, elle disparaît. Elle disparaît. Couper le lien physique a rompu quelque chose de plus fondamental, d'existentiel. On arrive alors à la partie qui relie explicitement les deux récits, intitulée justement « La peau, l'écorce Oui. Le narrateur, c'est maintenant le père, seul, revenu dans cet appartement de vacances vide, abandonné. La description, c'est celle du deuil, de l'arrêt du temps, conserve moisie, poussière, la pendulette figée. C'est très triste. Et c'est là qu'il fait le lien direct en pensant à celui qui est là-bas, laissé en plein désert, suspendu à un dernier assaut. ». Il voit l'attente du soldat comme le reflet de son propre vide, et il a cette idée sidérante « Le soldat est parti aspirer ma douleur ». Voilà. Donc, le soldat n'est pas qu'une histoire parallèle. Il est présenté presque comme une part de lui-même, une externalisation de sa souffrance. Ou peut-être de sa propre violence. Exactement. C'est une clé de lecture essentielle, je pense. Cette idée de fragmentation, elle irrigue tout le texte. Le moi du narrateur est scindé. Celui qui est resté, le père, versus celui qui est parti, le soldat. D'accord. La société elle-même est fragmentée en zones, en catégories d'individus, marqués ou non, et les corps subissent cette fragmentation. Violentés, démembrés symboliquement, comme la poupée, Oui. ou réellement, les soldats, les victimes d'attentats. Ou alors liés de façon anormale et finalement destructrice, comme le père et la fille. Il y a aussi cette découverte d'un livre avec des passages soulignés. Oui, un livre important. Des réflexions sur une sorte de régime fasciste sans massacre où l'État absorberait les syndicats et où le prolétariat dépossédé de tout serait réduit à des chômeurs, condamnés à vivre en parasites. On pense à Simone Veil, même si elle n'est pas nommée, non? Oui, la référence semble assez claire. Et ces fragments politiques qui jettent une lumière assez crue sur les deux histoires. Comment ça? La guerre privatisée, transformée en business cynique, les zones de confinement comme outils de gestion des inutiles, la déshumanisation généralisée, la surveillance, le marquage des individus, tout ça, ça apparaît comme les symptômes concrets de cette forme de fascisme rampant ou de cette dépossession radicale analysée dans le livre, retrouvé. Vu comme ça. Et le titre, La peau, l'écorce, prend alors toute sa profondeur. La peau comme un symbole de la vulnérabilité, de l'intimité exposée, du lien viscéral mais aussi douloureux, le père, la fille, la mère partie. Et l'écorce comme la carapace endurcie du soldat, nécessaire pour survivre, mais qui isole et coupe du vivant.
une protection illusoire face à l'anéantissement finalement. L'ambiance finale est vraiment à l'unisson de cette désolation. La pluie qui tombe sur la résidence vide, la promenade déserte, cette inscription sur un mur Nous n'avons pas peur des ruines », Oui, très ironique. qui sonne terriblement ironique, surtout qu'elle est balafrée par des impacts de balles. Le père a le sentiment que, pour lui, rien n'arrivera plus. Son seul horizon, ça semble être, par procuration, l'assaut imminent que s'apprête à vivre son double dans le désert. La boucle se referme sur cette attente déléguée, ouais. Les deux récits aboutissent à une forme de néant, Oui, de néant. de suspension. Oui, le père vidé par la perte, la fille évanouie, le soldat au bord de l'action ultime qui sera probablement fatale. Une convergence vers le silence, vers la fin. Alors, que retenir de cette exploration ? On en sort avec une impression très forte d'urgence, de précarité extrême, je trouve. C'est certain. Ces extraits nous mettent face à la violence sous ses formes les plus crues, guerrières ou sociales, mais aussi face à une tendresse désespérée, cet amour paternel qui devient monstrueux à force d'être absolu. C'est ça. C'est le portrait d'un monde où les repères s'effondrent, mais où les corps, les liens résistent de manière étrange, parfois terrible. La question qui demeure, c'est qu'est-ce qui subsiste quand tout s'écroule? Le lien, même déformé, la violence nue, ou juste le vide laissé par la perte? La dernière phrase du texte, « À la fin, il faut bien que quelqu'un meure », elle sonne comme une sentence inéluctable, c'est vrai. Oui, c'est très fataliste. Mais faut-il lire ces récits uniquement comme une chronique de la fin, de la mort? Ou est-ce que l'intensité même des expériences décrites, cet amour fusionnel, cette camaraderie du désespoir, cet acharnement à survivre? Est-ce que ça ne suggère pas aussi une forme de vie exacerbée, poussée à son comble justement parce qu'elle frôle l'abîme? Et puis, il y a cette dédicace initiale du livre, qui n'est pas dans les extrêmes et qui résonne à Tessa, Adèle et Elia, qu'ils dansent parmi les ruines ou décident de les reconstruire les ruines. Dans un univers comme celui-là, que pourrait bien vouloir dire reconstruire les ruines? Est-ce seulement possible? C'est peut-être sur cette interrogation fondamentale, au fond, que nous laisse Civico.